Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je suis directrice de partenariat de la communication et j'ai mon plaisir de présenter notre session. Je m'appelle Mandy Sandculer et nous allons parler de la relation entre les maladies cardiovasculaires et les pathologies rénales chroniques. Alors, dans quelques instants, je vais vous présenter nos orateurs, mais avant, je voudrais passer en revue un certain nombre d'informations pratiques. Sachez que tout le monde participe à distance. Nous ne pourrons pas répondre à des questions concernant vos maladies spécifiques, mais nous vous encourageons à contacter votre équipe de santé pour leur poser des questions. Nous aimerions que vous postiez vos questions dans la fonction questions-réponses et on aura un petit peu de temps à la fin pour une séance de questions-réponses. Sachez de toute façon que ce webinaire sera enregistré, sera disponible sur notre site web et notre chaîne YouTube dans les prochains jours. Nous voudrions remercier Alexion, grâce à qui ce webinaire a pu être organisé. Nous les remercions pour leur soutien. Et je voudrais également rappeler que ce webinaire est traduit en interprétation simultanée en français. Vous avez certainement vu des instructions au démarrage du webinaire. Vous pouvez vous connecter sur la petite map monde en bas de l'écran pour choisir le français. Alors, je vais vous présenter nos trois orateurs. Tout d'abord, Meg Fraser, qui va être notre première oratrice, qui va passer en revue de manière introductive la relation entre ces 2 pathologies. Meg est infirmière de l'université de Minnesota, département des, insuffisances cardiaques et transplantation cardiaque. Elle est membre actif de la Société américaine d'insuffisance cardiaque et travaille également avec, le groupe des infirmières sur l'insuffisance cardiaque et l'association américaine. Elle est également membre du groupe éditorial du journal de insuffisance cardiaque et elle s'occupe de patients souffrant d'insuffisance cardiaque avancée suite à une transplantation cardiaque ou aussi suite à des cardiomyopathies génétiques et des cardiomyopathies liées aux dystrophies musculaires. Le deuxième orateur aujourd'hui sera Glenn Kelly, qui est une personne absolument incroyable, dont la résilience et la détermination ont été une source d'inspiration pour de nombreuses personnes. Il a été diagnostiqué avec un lymphome de Hodgkin stade 4 alors qu'il était encore au lycée. Il a subi une chimiothérapie, une radiation et une transplantation de la moelle osseuse. Et après 17 ans de vie active, il a eu une crise cardiaque en 2003 et il a dû, subir un placement de stent, 2 chirurgies de, bypass coronarien et une remplacement de valve, cardiaque. Il a, souffert également d'insuffisance, rénale chronique et 3 ans de dialyse avant de pouvoir recevoir une transplantation rénale en 2019. Aujourd'hui, il dédie sa vie aux autres patients. Il veut les aider dans leur parcours médical, et il parle souvent de son histoire et il offre son soutien à tous les patients. Pam Winterberg était pédiatre néphrologue et chercheuse pendant 10 ans avant de rejoindre Alexion dans AstraZeneca maladie rare en 2022. Elle est donc directeur médical de développement clinique et elle a dédié son travail à de nouvelles options de traitement pour les personnes souffrant de néphropathie et elle organise et mène à bien des études cliniques. Nos trois orateurs sont donc les bienvenus. Je vais arrêter de partager mon écran et je vais laisser Meg reprendre la parole. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Meg Fraser. Et je vous remercie pour cette présentation. Je remercie Mended Hearts pour m'avoir invité à prendre la parole aujourd'hui et à vous parler du lien entre les maladies rénales et les maladies cardiaques. Nous allons donc tout d'abord, comprendre qu'est-ce que c'est la fonction rénale, ce que font les reins et quelles sont leurs dysfonctions. Ensuite, nous parlerons de la relation entre les maladies cardiaques et la fonction rénale. Nous parlerons de l'effet des traitements pour les maladies cardiaques sur la fonction rénale et l'effet de la chirurgie cardiaque sur la fonction rénale. Et je terminerai en parlant d'un certain nombre d'objectifs thérapeutiques dont nous avons déjà parlé, de potentiels traitements. Alors, comment mesure-t-on la fonction rénale?
Dans la plupart du temps, nous avons 2 reins qui sont des organes qui filtrent le sang, le débarrassent des déchets et du fluide qui est éliminé par l'urine. La créatinine est un déchet normal suite, au métabolisme humain et qui dépend de l'âge, du sexe, de la race évidemment. Et dans un rein normal, la créatinine est d'à peu près 1 lorsque les reins fonctionnent normalement. Une créatinine élevée, c'est un signe du fait que les reins ne filtrent pas bien. Il y a également ce que l'on appelle le taux de filtration glomérulaire, et qui indique, comment vos reins fonctionnent, s'ils filtrent bien et normalement la valeur doit être supérieure à 90. Alors souvent les patients qui souffrent de maladies cardiaques, souffrent également de maladies rénales. Et tôt ou tard, nous les rencontrons dans l'hôpital et ils découvrent qu'ils ont une maladie rénale et ils ne le savaient pas. Les maladies rénales chroniques de stade 1 à 3 sont fréquentes chez les patients souffrant de maladies cardiaques, la plupart du temps sans symptômes et les traitements au stade initiaux consistent à traiter les autres, maladies sous-jacentes avec des médicaments qui ne sont pas délétères pour la fonction rénale et ensuite l'équipe médicale va simplement surveiller la fonction rénale. Ici, vous avez une autre représentation graphique qui vous montre la fonction rénale. En fait, c'est un petit peu, un spectre qui va de normal avec, une taux de filtration glomérulaire supérieur à 90. Entre 60 et 90, on peut considérer que c'est une maladie rénale à un stade précoce, mais pour l'instant, elle ne nécessite pas de traitement et entre 15 et 60, là, cela veut dire que les reins ont un trouble fonctionnel et que la créatinine est élevée et que le taux de filtration glomérulaire est bas et lorsque l'on descend à moins de 15 de taux de filtration glomérulaire, là, on parle d'insuffisance cardiaque et ce sont des patients qui vont avoir besoin de dialyse. D'autres examens peuvent, inclure, des examens de sang, par exemple, le taux de filtration, glomérulaire et la créatinine, mais des patients, vont aussi subir, une biopsie qui fait partie des examens avec, une échographie, donc c'est une biopsie par guidage échographique et on va insérer une aiguille, en passant par le dos pour, prélever un peu de tissu et la fonction rénale et la fonction cardiaque sont liées parce qu'une fonction rénale anormale est fréquente chez les patients souffrant de maladies cardiaques. Les facteurs de risque sont les mêmes pour le développement des 2 maladies, dont le diabète et l'hypertension sont évidemment les 2 plus fréquemment observées. Les reins sont très sensibles à la pression et à la présence de liquide. Lorsque les reins sont sensibles à la pression et à la présence de liquide, eh bien et cela veut dire qu'il y a des modifications qui sont associées à la congestion, cardiaque, et à l'hypertension ou à l'hypotension. Pronostic des maladies rénales lorsqu'il existe déjà des maladies cardiaques. Cela dépend en fait depuis combien de temps la maladie, la fonction rénale est anormale et quelles autres pathologies sont présentes, comme par exemple le diabète, la pression élevée ou d'autres, maladies congénitales. Ici, c'est une diapositive un petit peu chargée, mais simplement je voudrais que vous compreniez qu'on utilise des médicaments pour traiter les maladies cardiaques et qu'elles ont un impact sur la fonction rénale. Donc au centre, vous avez le mécanisme de filtration dans les reins et les différentes cases de couleurs représentent les différentes familles ou classes de médicaments que l'on utilise pour traiter les maladies, cardiaques. La plupart du temps pour l'insuffisance cardiaque, mais certains de ces agents pharmaceutiques sont également utilisés pour la pression sanguine élevée ou la digoxine, par exemple, qui peut être utilisée pour les arythmies et les fibrillations, atriales, par exemple. Quoi qu'il en soit, la plupart des médicaments que l'on utilise pour les maladies cardiaques ont un impact sur la fonction rénale. C'est ça qu'il faut retenir. Ensuite, il y a ce que l'on appelle le syndrome cardio-rénal qui joue un rôle important dans l'interaction entre le cœur et les reins. Par exemple, chez des patients qui souffrent d'insuffisance, cardiaque ou qui ont un cœur qui est trop rigide, eh bien, vous avez un diagramme qui montre, que les flèches vont dans 2 directions, avec 2 types de syndromes cardio-rénaux qui ont à voir avec une situation dans laquelle le cœur a du mal et du coup, c'est le rein qui en souffre parce qu'il est surchargé de fluide et cela altère la fonction rénale et à l'inverse, quand il y a une diminution de la fonction rénale, cela peut avoir un impact sur la fonction cardiaque. Ici, une autre diapositive très chargée, mais dans celle-ci, le message est le suivant. Si l'on observe la physiologie de l'interaction entre le cœur et le rein, en fait, c'est assez complexe comme processus. Il y a beaucoup d'hormones et de protéines qui sont impliquées, des facteurs déclenchants dans le cerveau, mais
quoi qu'il en soit, le cœur et le rein sont en fait étroitement liés dans leur fonction. Alors, je vous propose maintenant de parler de chirurgie cardiaque et d'insuffisance rénale aiguë. Lorsque l'on parle de chirurgie cardiaque, de quoi parle-t-on? Bon, on parle de chirurgie à cœur ouvert, principalement. Je vous donne un exemple, le remplacement d'une valve cardiaque ou la réparation d'une valve cardiaque parce qu'elle fuit ou parce qu'il y a une sténose. Il peut y avoir aussi un pontage coronarien que l'on appelle en anglais une chirurgie de bypass. Donc en fait, il y a une des coronaires qui sont les artères qui sont au-dessus du cœur qui est bloquée et la chirurgie va contourner, va contourner l'artère coronaire. Il peut y avoir la réparation d'un anévrisme également. Et cela veut dire que l'on va réparer en fait, un anévrisme qui se développe dans le cœur. Et puis on peut avoir aussi la mise en place d'un système d'assistance ventriculaire gauche qui peut être placé en bas du cœur et qui va soulager le travail du ventricule gauche, mais c'est parfois temporaire et les patients peuvent repartir chez eux. Et bien, enfin, il y a aussi les transplantations cardiaques, c'est-à-dire qu'on remplace le cœur. Autre type de chirurgie cardiaque qui peut être, impliquée, il s'agit de la chirurgie valvulaire percutanée. Percutanée, cela veut dire qu'au lieu d'avoir une opération à cœur ouvert, c'est-à-dire que l'on va ouvrir la le thorax, on va passer par une veine ou par une artère, en principe une artère de la jambe et on va pouvoir donc intervenir sur la valve à l'extrémité et pas directement en, ouvrant au-dessus du cœur. Et puis il y a ce qu'on appelle la chirurgie minimalement invasive, qui sont des chirurgies dans lesquelles au lieu, encore une fois, de faire une procédure à cœur ouvert, en ouvrant la cage thoracique, on peut passer par le côté pour remplacer ou réparer la valve, mais sans ouvrir le thorax, la cage thoracique. Quand on parle de chirurgie à cœur ouvert, voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'est une sternotomie, c'est-à-dire que l'on va littéralement ouvrir la cage thoracique, le sternum, on va exposer le cœur pour que les chirurgiens puissent avoir accès au cœur et intervenir sur le cœur. Il y a des tubes sur le côté gauche que l'on appelle des canules et ces 2 tubes sortent du cœur et vont attirer le sang sans oxygène d'un côté et renvoyer le sang avec de l'oxygène de l'autre côté. On appelle ça une, bypass, une ECM qui permet justement de remplacer le cœur et de réoxygéner le sang pendant l'intervention chirurgicale, de façon à ce que le chirurgien puisse travailler sur un cœur qui n'est pas en fonction. Alors, la chirurgie cardiaque et la fonction rénale. La dysfonction rénale après une chirurgie cardiaque est fréquemment observée. Une étude récente a parlé de 20 à 30 d'incidence. La plupart des cas sont des dysfonctionnements rénaux relativement limités, mais jusqu'à 3 des patients auront besoin d'une dialyse. Et la plupart du temps, la suffisance, rénale aiguë est malheureusement associée à une mauvaise issue de la ch moins bonne issue de la chirurgie cardiaque et une hospitalisation plus longue. Ici, vous avez une étude qui a étudié la mortalité des patients ayant développé une insuffisance, rénale aiguë après chirurgie cardiaque. Vous voyez que les colonnes grises, c'est la mortalité à court terme et les colonnes en gris clair, ce sont les mortalités, à long terme et vous voyez l'axe des, l'axe des X à l'horizontale qui progresse au fil de l'avancée des stades de la chirurgie, heu, de la, de la fonction rénale et ici, vous avez également la durée de l'hospitalisation en, soins intensifs et la durée de l'hospitalisation globale. Alors, l'insuffisance, rénale après chirurgie cardiaque, quand on parle d'insuffisance, rénale aiguë, cela veut dire une diminution brutale et souvent réversible de la fonction rénale et quand on parle de ça à l'hôpital, en fait, il y a 3 mécanismes qui sont impliqués. Tout d'abord, le mécanisme pré-rénal, c'est-à-dire tout ce qui est avant les reins. Donc, par exemple, l'insuffisance peut être due à une moindre perfusion, une moindre circulation sanguine vers les reins, soit la pression est insuffisante, soit il y a une diminution et intrarénale, cela veut dire dans les reins et dans les reins, il peut y avoir aussi une insuffisance rénale qui est due soit au traitement, médicamenteux, soit à une infection. Bon, ça peut être des antibiotiques, par exemple, une infection ou bien un caillot. Ensuite, post-rénal.
Donc, s'il y a un blocage ou un caillot ou il y a un calcul et un agrandissement de prostate, cela peut avoir un impact, évidemment. Alors, comment est-ce que nous pouvons prévoir cela? De quoi s'agit-il? Quels sont les facteurs risques pour les patients? Quels sont les facteurs qui contribuent à cette insuffisance rénale aiguë suite à une chirurgie? Donc, il y a plusieurs facteurs de risque. Tout d'abord, les maladies cardiaques avec une fonction cardiaque anormale, l'utilisation de produits diurétiques avant la chirurgie. Pour tous ceux qui connaissent, donc il s'agit là de pilules d'eau pour la décongestion. Ensuite, il y a un autre facteur de risque, les patients qui souffrent de diabète, qui sont plus haut risque. Également, les patients qui souffrent d'hypertension. Également, la présence de ce qu'on appelle une pompe intra-aorte. Donc, il s'agit là d'une pompe temporaire qui est utilisée en soins intensifs pour suivre la fonction cardiaque. Ensuite, le fait d'avoir un dysfonctionnement rénal préopératoire et ensuite l'anémie avant la chirurgie et l'âge également. Et la présence de maladies vasculaires périphériques, donc des blocages qui se trouvent ailleurs, par exemple dans les jambes ou ailleurs, et des problèmes de vaisseaux sanguins. Également, la durée de l'utilisation de la machine de circulation extracorporelle. Plus la chirurgie dure, plus cette machine dure, plus il y a un risque. Également des chirurgies complexes. Il y a beaucoup de types de chirurgie cardiaque. Comme je l'ai mentionné, certaines chirurgies sont plus complexes que d'autres et dépendent de différents facteurs liés au patient. Alors, comment est-ce que nous pouvons prévoir cela? Il y a des biomarqueurs qui nous disent qui est plus susceptible de souffrir de cette insuffisance rénale suite à la chirurgie. Donc, tout d'abord, il y a NGAL. Donc, il s'agit là d'un marqueur sanguin. Ensuite, il y a la molécule KIM1. C'est une protéine qui se désagrège de la surface cellulaire. Et ensuite, il y a cystatine C. Donc, c'est un marqueur des reins. Et quelle que soit en fait la masse musculaire, c'est comme cela que l'on peut prévoir le fonctionnement et la fonction rénale chez des patients qui ont une masse musculaire faible. Alors, il y a des scores de risque pour prévoir les patients qui sont à risque de présenter cette insuffisance rénale. Voilà un exemple. Donc, il s'agit là de données qui émanent de grandes études à grande échelle qui analysent différents facteurs de risque et qui nous permettent de prévoir les patients qui sont à risque d'insuffisance rénale aiguë. Alors, quelle est la cible actuelle pour la thérapie? Eh bien, nous tentons d'optimiser le statut des fluides avant la chirurgie. Donc, il faut que le patient soit stabilisé sans trop de fluide, sans surcharge en fluide. Également, éviter l'anémie, mais également éviter la transfusion sanguine, optimiser l'anémie avec un apport en fer, etc. Minimiser les médicaments qui peuvent avoir un impact sur le rein, par exemple avec la surveillance de la fonction rénale et éviter le contraste avec, par exemple, l'utilisation d'imagerie médicale et des CAT scans. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité de prévenir cette insuffisance rénale aiguë? Eh bien, la plupart des études qui axées sur la prévention ont des résultats négatifs. Par exemple, il y a ce qu'on appelle rewarming sur le bypass cardio-pulmonaire. Donc, en fait, il suffit de suivre la température corporelle et ensuite les ajustements de l'oxygène, l'utilisation d'un médicament qui s'appelle la vasopressine et aucune de ces études ou aucun de ces produits n'est prouvé pour l'insuffisance rénale aiguë liée à la chirurgie cardiaque. Alors maintenant, pour conclure, le cœur et le rein bon, sont très liés et également la maladie rénale est commune parmi les patients avec une maladie cardiaque. Également, le dysfonctionnement rénal est lié au pire des résultats suite à une chirurgie cardiaque. Et voilà les références et merci beaucoup de votre attention.
Merci beaucoup, Meg. Nous allons céder la parole à Glenn. Très bien, merci beaucoup. Un grand merci, Meg. Beaucoup de sciences, beaucoup de données scientifiques. Comme nous le savons tous, cette partie-là est très importante et nous allons en parler pendant quelques instants. Euh, Comme vous l'avez constaté dans ma biographie, vous me connaissez peut-être, je vois qu'il y a quelques amis qui sont connectés, qui sont en ligne. Moi, je ne comprenais pas l'importance de ma fonction rénale jusqu'à ce que je n'ai plus de fonction rénale. Et c'est assez souvent le cas, malheureusement. J'ai eu ma greffe du cœur en 2003 et ensuite, il y a une longue période de rétablissement, donc avec une chirurgie à cœur ouvert, ensuite une deuxième chirurgie, ensuite une greffe, une autre chirurgie à cœur ouvert par la suite. Et vous pouvez imaginer, bon, si vous vous souvenez de la diapositive présentée par Meg, elle a présenté un schéma qui montrait donc ce bypass. Alors, si vous le multipliez par 4, mes reins étaient complètement morts et euh, il y avait différentes étapes qui ont conduit à cela. Donc, évidemment, donc, il y avait un problème d'insuffisance cardiaque, beaucoup de médicaments diurétiques et vous savez, vous avez toujours soif, c'est difficile de les prendre. Et ensuite, après la greffe du cœur que j'ai reçue, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui est plus difficile? Une vie à prendre des médicaments ou vivre dans un désert. Donc, je l'ai prouvé parce que je suis allée en vacances dans le désert du Sahara et je me suis dit, oui, non, en fait, les médicaments diurétiques, c'est beaucoup plus sec que le désert du Sahara. Et vous pouvez le dire à vos enfants, vos proches que c'est le cas. Alors maintenant, euh, sans plaisanterie, alors, euh, comme je le disais en introduction, je ne comprenais pas l'importance de la fonction rénale jusqu'à ce que cette fonction n'existe plus. En revanche, ce que j'ai compris, et ça c'était facile à comprendre, que j'avais du mal et j'avais quand même beaucoup de soutien et cela m'a aidé à m'améliorer, un soutien de la part de proches, de personnes qui avaient éprouvé ou avaient le même vécu que moi, un soutien autour de moi lorsque je souffrais. Et j'ai beaucoup appris de leur part, j'ai beaucoup appris de leur expérience et j'ai beaucoup appris par rapport au cœur, par rapport à la fonction rénale. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour vous sensibiliser. Je vous invite à prendre en considération ce que vous avez appris aujourd'hui et partager cela avec vous-même, mais également enfin, ceux autour de vous qui ont besoin de votre soutien et de notre soutien. Alors, j'ai commencé la dialyse et je me suis dit, bon, c'est vraiment, ça change la donne. Où se trouvent les gens qui me soutiennent là maintenant? Parce que j'avais beaucoup de soutien pour la partie cardiaque, mais il a fallu un certain temps pour trouver les gens pour me soutenir. Et l'aventure rénale était différente par rapport à l'aventure cardiaque. Et, la dialyse était difficile. Et lors de la dialyse, il faut tout faire pour prendre soin de soi, et ça, c'est quelque chose que je répète souvent, le fait d'avoir fait une année de chimio, de radiothérapie par rapport à la dialyse. La dialyse est plus difficile que tout, en fait. Et je sais parce que j'ai fait de la chimio. Il y a beaucoup de soutien pour les patients qui souffrent de cancer. Il y a beaucoup qui existent, mais je vous invite à proposer un soutien à ceux qui souffrent de maladies rénales parce que, vous savez, pour être honnête, c'est pas du tout la même chose. Il y a différents défis. Beaucoup peuvent encore travailler, doivent encore travailler. Beaucoup Bon, bon, vous avez l'air d'aller bien, donc tout le monde pense que puisque vous avez l'air en forme, vous êtes en forme, mais ce n'est pas le cas. Et proposer un soutien à ceux qui souffrent de cette maladie, c'est crucial et je vous invite à le faire. Alors, enfin,
j'ai trouvé des gens pour me soutenir et c'était vraiment précieux pour moi. Et finalement, j'ai pu recevoir une greffe du rein. Donc oui, j'ai reçu une greffe du cœur et ensuite 3 ans plus tard, j'ai reçu une greffe du rein. Et le fait d'avoir des gens qui vous soutiennent, c'était vraiment au cœur de ma réussite. Et je vous invite tous, je vous invite, je sais que vous êtes tous ici pour cela, donc je vous invite à vraiment monter en puissance et à offrir votre soutien. Je sais que euh, tout le monde est très heureux après une greffe, mais vous savez que c'est vraiment très difficile de subir une greffe des reins et de souffrir d'une maladie rénale. Et nos reins sont précieux. Lorsque vous faites une greffe du rein, donc vous ne recevez qu'un seul rein et toute personne éligible peut être donneur, parce qu'il y a évidemment une pénurie de donneurs de reins. Heu, c'est la même chose pour les cœurs. Mais voilà, sur ce, je pense que je vais céder la parole à Pamela et Pamela va vous parler d'un traitement potentiel. C'est vraiment très intéressant. C'est un traitement qui peut aider à réduire le risque de ces insuffisances rénales aiguës lors ou après une chirurgie cardiaque. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Glenn, Mandy et Meg. Merci beaucoup de nous avoir invités aujourd'hui. Alors, je m'appelle Pam Winterberg. Je suis un néphrologue pédiatrique, spécialiste des reins pour les enfants. Alors, avant de rejoindre Alexion, qui est le sponsor de ce webinaire aujourd'hui, maintenant, j'organise des essais cliniques pour essayer de trouver de nouveaux médicaments ou de nouveaux traitements pour ceux qui vivent avec des maladies rénales. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un essai qui est actuellement mené par Alexion. Donc, c'est l'étude Artemis pour des patients afin de prévenir une insuffisance rénale aiguë pendant ou après une chirurgie cardiaque. Alors, vous avez une description du lien entre le cœur et les reins, ça c'est très bien. Et je pense que vous avez compris ce que c'est que l'insuffisance rénale aiguë. Donc, c'est une diminution soudaine de la fonction rénale qui se passe en quelques heures ou quelques jours, et c'est en raison d'une atteinte des cellules rénales. Alors, quels sont les signes et les symptômes? Les signes et les symptômes sont assez vagues, contrairement à une crise cardiaque où vous sentez quelque chose pour les reins. Vous ne ressentez pas forcément l'atteinte, mais on voit des signes, par exemple un changement au niveau des niveaux de créatine dans le sang. Donc, si la créatine augmente, cela signifie que les reins ne filtrent pas les déchets. Donc, ça, c'est un signe d'atteinte rénale. Également, il peut y avoir une diminution du montant ou la production des urines. Et il peut y avoir, par exemple, peut-être que vous allez moins souvent aux toilettes ou plus souvent. Alors, la fonction principale du rein, au-delà de nettoyer, de filtrer les déchets, donc c'est de garder un équilibre corporel. Et lorsqu'il y a une atteinte de la fonction rénale, il peut y avoir des changements au niveau des niveaux d'acide ou de sel dans le sang. Et normalement, cela devrait être équilibré par les reins. Et cela a des conséquences, même si vous ne ressentez pas forcément rien, mais il y a un problème. Et enfin, euh, il s'agit également des fluides corporels. Plus on boit, plus on va aller aux toilettes et plus il y a de la production des urines. Lorsque vos reins n'arrivent pas à maintenir l'équilibre des fluides, les patients peuvent ressentir un épanchement ou un cumul de fluides avec, par exemple, un gonflement généralisé et tous les tissus vont gonfler ou bien il peut y avoir plus de fluide autour euh, du cœur. Meg nous a également parlé de ce qui peut causer l'insuffisance rénale aiguë et les deux
types de lésions que l'on observe plus fréquemment après une chirurgie, une diminution du flux sanguin au rein et les traitements médicamenteux qui peuvent endommager les reins. Mais Meg vous a très très bien expliqué ça tout à l'heure. Donc, il y a pas malheureusement de traitement approuvé pour prévenir ou traiter l'insuffisance rénale aiguë. Ce qui veut dire que pour l'instant, elle est prise en charge en traitant les symptômes sous-jacents à la lésion rénale, enfin l'insuffisance rénale aiguë. Par exemple, des médicaments pour augmenter le flux urinaire comme les diurétiques, ou bien des médicaments qui vont agir sur l'insuffisance cardiaque. On va restreindre un certain type d'aliments ou de traitements qui agissent sur la fonction rénale parce que ce sont des aliments ou des médicaments qui peuvent s'accumuler dans le corps parce que le rein n'est plus en mesure de les éliminer correctement. Parfois, on va utiliser la dialyse, mais de manière temporaire. Il y a des formes de dialyse que l'on utilise à l'hôpital pour un traitement de courte durée, mais au final, Glenn nous parlait surtout de la dialyse chronique. Et ça permet de gérer les accumulations de liquide ou bien les accumulations de déchets ou de toxines dans le corps du fait de la moindre filtration rénale. Et s'il y a trop de fluide, de liquide dans les poumons, il est nécessaire parfois de ventiler les personnes pour les aider à mieux respirer jusqu'à ce que l'on puisse éliminer les excès de fluide qui s'accumulent en particulier dans les poumons. Au final, cela veut dire qu'il faut gérer les symptômes en attendant que les reins ne récupèrent après la période d'insuffisance aiguë. Alors, on parle de chirurgie cardiaque, mais il y a d'autres causes qui peuvent aussi amener à cette situation. Par exemple, les complications d'une hospitalisation. Comme l'a dit, les reins sont extrêmement sensibles à la pression sanguine, par exemple. Donc, quand le corps est malade, eh bien, les reins sont souvent malades aussi. Et il existe un certain nombre de caractéristiques particulières liées à la chirurgie. Par exemple, les chirurgies à cœur ouvert ou certaines des chirurgies minimalement invasives dont Meg nous a parlé tout à l'heure, qui utilisent ce qu'on en appelle une machine de circulation extracorporelle avec une pompe qui en fait a un taux, un rythme beaucoup plus rapide que le cœur et qui peuvent endommager le rein. Et puis, on dit que souvent, on n'a pas de symptômes au départ indicateurs du dommage des organes. Et même si l'on mesure la pression sanguine, il y a aussi la créatinine qu'il faut surveiller. Malheureusement, certains marqueurs ne sont pas analysés à l'hôpital pour l'instant. Et cela peut parfois prendre plusieurs jours pour que ces marqueurs augmentent suffisamment pour que l'on puisse se dire, ah, là, il y a une insuffisance rénale aiguë. Et malheureusement, souvent, c'est déjà, un peu tard, le mal est fait et il faut juste attendre que les reins, récupèrent. On essaye donc, de plus en plus de prévenir cette insuffisance rénale, soit l'empêcher de se produire ou en tout cas assurer qu'elle n'est pas aussi, grave que si l'on ne fait rien parce que plus elle sera grave et plus ce sera long pour les reins pour récupérer. Et pour les chirurgies cardiaques, on sait un peu mieux quand ça se produit parce que les événements les plus graves se produisent pendant la chirurgie et ensuite il y a un certain nombre d'événements malheureusement pour lesquels on ne sait pas exactement à quel moment le rein a été endommagé. Donc le fait de bien savoir, à quel moment on a le risque le plus élevé d'actions délétères sur les reins, ça nous aide évidemment à prévenir, les dommages aux reins. Alors, je crois que ça, on en a déjà parlé. On a parlé justement de cette fameuse, machine de circulation extracorporelle qui donc prend le relais du cœur, et des poumons d'ailleurs, pendant que le chirurgien est en train d'intervenir sur le cœur. Mais ce n'est qu'une machine qui peut remplacer temporairement le cœur. Elle ne peut pas absolument remplacer le cœur et ce qui se passe lorsque l'on est branché sur cette machine, bien sûr, elle vous garde en vie pendant que le chirurgien intervient sur le cœur, mais le problème, c'est qu'elles peuvent induire un stress, une contrainte sur les reins qui sont extrêmement sensibles. Donc ce qui se passe, c'est qu'on induit un cercle vicieux
qui est due en partie à une modification de la façon dont le sang circule à cause de la pompe. La pompe ne fonctionne pas tout à fait de la même manière que le cœur, ne pompe pas le sang de la même manière. Et si on associe le fait que les reins étaient peut-être déjà un petit peu en mode dégradé, c'est-à-dire qu'ils ne fonctionnaient plus à 100%, qu'il y avait déjà une dysfonction rénale ou une petite insuffisance rénale, eh bien, cela les rend encore plus sensibles et susceptibles de développer une insuffisance rénale aiguë quand le corps est branché sur une circulation extracorporelle. Et du coup, cela peut déclencher une inflammation dans les reins déclenchent une inflammation et les vaisseaux sanguins, sont eux aussi parfois enflammés et ne font que, rajouter au stress subi par les reins, ce qui veut dire que l'on va endommager encore plus les reins. C'est un cercle vicieux et puis il y a une phase de transition pendant laquelle le patient doit, être sevré de la pompe et le cœur doit recommencer à battre et parfois cela peut choquer le système quand d'un seul coup le cœur reprend son travail. C'est ce que l'on appelle les, problèmes de reperfusion. Donc, ce sont des, diagrammes parfois un petit peu compliqués, je vous l'accorde, compliqués à comprendre et ils montrent la connexion entre le cœur et le rein comme l'a dit Meg tout à l'heure, mais il faut comprendre qu'une partie du phénomène inflammatoire peut être déclenchée ou empirée par une activation aussi du système immunitaire qu'on appelle le système de complément. Et ça, c'est le cœur de notre étude Artemis. Alors, comment est-ce que l'on trouve de nouveaux traitements pour l'insuffisance rénale aiguë à un stade précoce? Eh bien, en réalisant justement des essais cliniques. Ce sont des études scientifiques qui ont pour but de répondre à deux questions principales. La première, est-ce qu'il y a un traitement ou un médicament efficace qui fonctionnerait? Et 2, est-ce que ce médicament est sûr? Et il faut toujours trouver évidemment un équilibre entre les 2, entre l'efficacité et la sécurité. L'étude Artemis est un essai clinique, de phase 3, randomisé en double aveugle contre placebo qui, regarde si le fait de bloquer l'activité de complément pendant, une période où on est branché sur une circulation extracorporelle, réduit le risque de développer une insuffisance rénale aiguë à 90 jours chez des personnes recevant une chirurgie, cardiaque. Et alors je vais rentrer un petit peu dans la terminologie. La phase 3, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un terme technique qui décrit le type d'étude, c'est-à-dire une étude qui doit être approuvée par les autorités de santé du monde entier, dont la FDA aux États-Unis ou l'EMA en Europe, pour qu'un traitement puisse être mis sur le marché pour traiter une maladie particulière. Et c'est, le type d'étude la plus rigoureuse que l'on puisse trouver. Donc pour, justement être à ce niveau de rigueur, il y a vraiment des standards, des normes très hautes qui sont basées sur 3 composantes et ce sont les 3 termes contre placebo. Cela veut dire que certains participants vont recevoir le médicament actif, et d'autres vont recevoir une substance, inactive, mais qui aura exactement la même apparence, mais qui ne fera absolument rien, qui sera inactive. C'est ce qu'on appelle le placebo. Deuxièmement, randomisé. Randomisé, cela veut dire que les participants dans l'essai clinique vont recevoir justement, de manière aléatoire, soit le principe actif, soit le placebo. Ils sont randomisés, on les attribue à un bras de manière aléatoire, et ce n'est pas eux qui choisissent, ce ne sont pas eux qui choisissent, ni nous, c'est un ordinateur. Et enfin, double aveugle, double blind, double aveugle, cela veut dire que, toutes les personnes impliquées dans l'essai, les participants, les patients donc, les professionnels de santé qui les soignent, ainsi que toutes les personnes de l'équipe qui gère l'étude, y compris, d'ailleurs, les, sponsors, et ceux qui fabriquent le médicament, ne savent pas qui reçoit le principe actif et qui reçoit le placebo aussi longtemps que l'étude dure. Donc, ce n'est qu'au terme de l'étude que tout sera révélé, mais pendant l'étude, personne ne sait. Donc tout le monde est en aveugle. Personne ne sait qui a reçu le médicament, le principe actif, et qui a reçu le placebo. Tout cela est caché afin qu'il n'y ait pas de biais, cela n'affecte pas les mesures, d'efficacité que nous allons réaliser au terme du traitement. C'est la façon la plus efficace pour réaliser ce genre d'étude. L'étude Artemis, donc vous avez des participants qui sont intéressés par l'étude,
qui vont d'abord signer un consentement informé, c'est-à-dire qu'on va leur expliquer quels sont les risques, mais et aussi les bénéfices de l'étude, du fait de participer à l'étude. Ils vont subir un examen qui va confirmer qu'ils sont éligibles, et ça, cela peut être jusqu'à 35 jours avant la chirurgie. Chaque participant va recevoir une dose intraveineuse, une perfusion par voie intraveineuse, soit donc du placebo, c'est-à-dire la substance inactive, ou soit le médicament qui est étudié, en l'occurrence le ravulizumab. Et cette perfusion, ils la reçoivent entre 1 et 7 jours avant la chirurgie de pontage coronarien. Donc on essaye de bloquer en fait le complément en leur donnant le médicament ou en leur donnant un placebo avant la chirurgie. On a un examen qui est réalisé 90 jours après la chirurgie. Parfois, le patient est encore hospitalisé, et parfois les patients seront vus après leur retour à domicile. Il s'agit surtout de vérifier la fonction rénale, de prendre des échantillons de sang pour faire des analyses de sang, pour voir si le patient a besoin de dialyse ou pas, si le patient est évidemment encore vivant au bout de 90 jours, qu'il a survécu à la chirurgie, et on leur pose également d'autres questions. Ils remplissent des questionnaires sur leur vie, sur comment ils se sentent, sur leur qualité de vie, et à la fin de l'essai, on va comparer les données pour comprendre si le traitement a été efficace, et p si le nombre de participants dans les 2 bras, c'est-à-dire ravulizumab ou placebo, ont eu plus d'événements secondaires, liés au rein que l'autre groupe. Voilà, il s'agit de ça, en fait. Nous avons donc parlé de l'insuffisance rénale aiguë, et c'est ce que les médecins et les, infirmières, recherchent, et étudient pour le traiter après la chirurgie. Cependant, pour pouvoir déterminer l'efficacité d'un traitement de prévention, il faut démontrer qu'il améliore tous les événements qui peuvent se produire, suite à l'insuffisance rénale, aiguë. C'est-à-dire ce que l'on appelle les événements rénaux secondaires importants. S'ils, subissent un de ces événements, dans les 90 jours suivant la chirurgie, on peut considérer que c'est un événement secondaire. Par exemple, le patient qui décède, après la chirurgie, avant l'examen qui est réalisé à 90 jours, si le patient a besoin de dialyse, même temporaire, entre l'intervention et l'examen à 90 jours, et si le patient à 90 jours est toujours vivant et n'a plus de dialyse, on va mesurer quand même si sa fonction rénale a été diminuée d'au moins 25 par rapport à ce qu'elle était avant la chirurgie. Ce serait aussi considéré comme un événement secondaire important. Alors, c'est lié à l'insuffisance rénale aiguë, mais ça ne permet en même temps pas vraiment de mesurer l'insuffisance rénale aiguë. Qui sont les sujets éligibles pour participer? Nous incluons des adultes, donc des personnes ayant de 18 à 90 ans, au moment où ils signent le consentement informé, qui ont besoin d'une chirurgie cardiaque, mais pas en urgence, soit parce qu'ils souffrent d'une coronaropathie, donc ils ont besoin d'un pontage coronarien, ou parce qu'ils ont besoin d'une réparation ou d'un remplacement valvulaire. Compte tenu du risque élevé d'insuffisance rénale aiguë, il y a des facteurs d'inclusion à prendre en compte pour le risque de développer une insuffisance rénale aiguë. Le fait d'avoir déjà une maladie rénale avec une taux de filtration glomérulaire comprise entre 20 et 60, et un certain nombre d'autres facteurs liés aux événements rénaux. Mais ça va dépendre en fait de la fonction rénale que l'on a au départ de l'étude et du type de chirurgie auquel le patient est soumis. Est-ce que c'est un pontage? Parce que, par exemple, si c'est un pontage, le risque sera plus élevé. Qui sont les personnes qui ne sont pas éligibles pour l'étude? Des personnes qui ont besoin d'une chirurgie cardiaque en urgence, donc qui ne peuvent pas attendre, et du coup, on ne peut pas les inclure dans l'étude parce qu'on les mettrait en danger. Des chirurgies qui ne peuvent pas se faire, avec une circulation, vasculaire, parce que là, de toute façon, ce sera une chirurgie à cœur ouvert, et donc cela nécessite d'utiliser une circulation extra, corporelle.
Les patients qui sont déjà sous dialyse avant la chirurgie, ils ne pourront pas être inclus dans l'étude parce que là, justement, c'est l'une des conséquences que l'on essaye d'éviter. Donc forcément, s'ils sont déjà sous dialyse et qu'ils ont déjà subi une, insuffisance rénale aiguë avant, ce n'est pas possible, et le fait qu'ils aient reçu une transplantation, d'un organe parce que cela veut dire, que leur corps a déjà été modifié et cela inclut les transplantations de moelle épinière. Donc, pour résumer, l'insuffisance rénale aiguë, pendant et après la chirurgie est causée principalement par une diminution du flux de sang vers les, reins et l'inflammation qui apparaît pendant, que les patients sont branchés sur la circulation extracorporelle. Les patients qui vivent avec, une pathologie rénale chronique ont un risque plus élevé de développer ce type d'événement grave après une chirurgie cardiaque, et l'étude Artemis évalue un nouveau traitement qui pourrait être administré avant la chirurgie cardiaque pour diminuer les événements rénaux, surtout chez les patients qui sont à risque et qui ont déjà une pathologie rénale chronique. Ici, vous avez des sites web sur lesquels vous pourrez trouver des informations sur cette étude et la façon dont l'étude a été bâtie. Et je n'ai pas de diapositive à proprement parler, mais l'étude est réalisée dans à peu près 20 pays dans le monde. Et donc, c'est une étude mondiale. Et voilà. Merci beaucoup, Pam. Alors, est-ce que vous pouvez arrêter de partager votre écran, s'il vous plaît? Ainsi, nous allons inviter tous les intervenants afin de pouvoir répondre à toutes les questions. Je ne sais pas si Pam est encore là. Voilà. Alors, oui, merci beaucoup. Euh, Glenn, Meg et Pam, est-ce qu'on peut vraiment les montrer? Si vous souhaitez écrire une question dans le chat, j'ai vu qu'il y avait des commentaires dans le chat, mais il n'y avait rien qui concernait les présentations. J'ai quelques questions. La première question adressée à Glenn. Pour ceux qui n'ont jamais participé à un essai clinique ou qui ont peut-être quelques réticences, quels sont les avantages pour les patients euh, qui participent à ces essais cliniques et pourquoi est-il si important de participer à ces essais cliniques? C'est une très bonne question. Je vais faire un pacte avec vous. Je vais céder la parole à Meg parce qu'elle aussi, elle a travaillé avec beaucoup de patients qui ont participé à des essais cliniques. Mais bon, je vais quand même tenter de répondre. Je ne sais pas à combien de essais cliniques j'ai participé parce qu'il y en a eu trop. Mais je sais que je ne serais pas ici aujourd'hui si je n'avais pas participé à au moins un de ces essais cliniques. Lors d'un de mes traitements contre le cancer. C'était en fait le fruit d'un essai clinique et c'était vraiment à un stade très précoce. Et j'ai pu participer à cet essai clinique. J'ai eu la chance de participer et je sais que je ne serais pas ici aujourd'hui si je n'avais pas participé à cet essai. Et je pense que parfois ces essais sont assez faciles. Donc, euh, c'est assez simple. Bon, on nous dit que ils vont peut-être analyser de l'ADN lorsqu'ils analysent ma sérologie pour comparer les résultats à un autre groupe et pour analyser comment je réponds à une autre thérapie qui a déjà été approuvée par la FDA. Donc, c'est vraiment pas complexe, c'est assez simple et donc c'est facile d'y participer. Et c'est très avantageux. Il y a beaucoup d'avantages à titre personnel. J'en ai bénéficié et je sais qu'il y a beaucoup de gens que je connais qui ont vraiment profité de ces essais cliniques. Oui, moi je dirais que c'est vraiment pour rassurer les participants. Donc, vous savez que tout traitement doit être testé dans un essai clinique phase 3. Et avant la phase 3, il y a beaucoup d'études qui sont faites, beaucoup de travail qui est fait. Donc, au moment où on commence à tester ces traitements sur les patients peuvent être rassurés parce que ce traitement a déjà réussi à passer beaucoup d'étapes avant d'en arriver aux patients. Et je comprends tout à fait parce que
j'en ai parlé avec beaucoup de patients qui ont participé à des essais cliniques, qui voulaient des explications sur les différents traitements et ce que l'on suit et surveille. Je pense qu'il faut avoir confiance parce que lorsqu'un traitement arrive à ce stade de la phase 3, ce médicament est déjà éprouvé. Et également, nous avons différentes normes en matière de nos essais cliniques que nous devons respecter. Et à chaque fois qu'on utilise ces nouveaux traitements et ces techniques, c'est toujours en fait le résultat d'un essai clinique. Et chaque patient peut profiter de ces essais cliniques. Oui, je vais intervenir. Je pense que c'est le fait de savoir que les essais cliniques doivent passer de multiples cycles d'analyse, non pas seulement par ceux qui organisent les essais cliniques ou ceux qui sont recrutés pour participer à ces essais, mais il y a des comités d'éthique, chaque institution, chaque autorité sanitaire dans tous les pays doit analyser ce qu'on appelle le protocole qui régit ces essais cliniques. Et, donc, il faut toujours équilibrer le risque de participation ou de non-participation par rapport aux bénéfices de la participation ou la non-participation. Et c'est très similaire par rapport à ce que nous faisons au jour le jour lorsque nous prenons en charge les patients dans les hôpitaux. Donc, c'est moins évident. On parle beaucoup, on analyse vraiment le risque et les bénéfices. Oui, je voulais partager mon expérience avec vous. Je suis porte-parole des patients. Je fais beaucoup de travail pour défendre les intérêts des patients. Et moi, j'ai participé à l'un de ces conseils d'évaluation. Et vous savez que la FDA, qui suit chaque essai clinique, il faut un examen ou une analyse par les revues de la médecine. Dans ce cadre, il faut un évaluateur qui est non affilié, qui doit évaluer les essais. Il peut y avoir des patients également, mais il faut des gens qui sont tout à fait indépendants, qui ne sont pas du tout liés à l'étude et ceux qui sponsorisent l'étude. Et en tant que patient, moi, j'y participe. Il y a différentes analyses et évaluations toutes les semaines. En fait, moi, je suis arciprophène. Je représente la société civile et non pas forcément les savants. Mais lorsque l'on renseigne ce formulaire de consentement, la question que je me pose, c'est est-ce que je comprends tout? Est-ce que je comprends les éléments de sécurité? Est-ce qu'il y a réellement un bénéfice, un avantage? Et il y a une évaluation en permanence pour chaque changement qui est apporté, il y a un nouveau cycle d'évaluation. Donc, c'est vraiment un filet de sécurité très important. Le fait de savoir qu'il y a des gens, des experts qui évaluent le tout, et qui évaluent les essais cliniques. Ce sont des experts qui sont différents et totalement indépendants par rapport à ceux qui vous traitent. Oui, pour rebondir sur votre réponse, c'est vrai que tout le monde impliqué dans ces essais cliniques, c'est en double aveugle, mais nous avons également un conseil d'évaluation qui est complètement indépendant, qui sait qui reçoit le traitement et qui ne reçoit pas le traitement. Et donc, cela nous permet de vérifier tout ce qui se passe dans le cadre des essais pour que l'on puisse vérifier la sécurité, pour qu'on puisse suivre également le rapport risque-bénéfice pour les patients qui participent à l'essai. On n'attend pas forcément la fin pour tout savoir sur la sécurité, mais ces conseils d'évaluation sont complètement indépendants. Merci. Alors, il y a quelques autres questions dans le chat. Ulrich vous posez une question. Est-ce que vous avez suffisamment de partitions pour participer à l'étude Artemis? Vous recherchez combien de partitions? Et est-ce que les participants doivent être sur site? Est-ce que c'est un essai clinique sur site ou est-ce qu'on peut participer à distance? Bon, je vais répondre à la première question d'abord. C'est vrai, c'est euh, un point très pertinent parce qu'il faut beaucoup, bon, il y a beaucoup d'informations et il y a beaucoup de sérologie, beaucoup d'échantillons sanguins qui sont prélevés
pendant et après la chirurgie. Donc, pour la plupart, il s'agit d'essais qui se déroulent sur site. Il faut être traité dans un hôpital qui participe à l'essai, mais il y a des options pour des visites. Lorsque vous rentrez chez vous à domicile, vous pouvez avoir par exemple une infirmière ou un infirmier qui vous rend visite à domicile. Cela va dépendre de la législation dans le pays concerné, mais c'est pas évident. Il faut trouver le bon équilibre entre l'hôpital et les soins à domicile. Cela fait partie des soins qui sont prodigués. Mais quand j'y pense, avant de rejoindre cette entreprise, euh, moi, je travaille à l'hôpital et j'aidais à organiser des essais cliniques. Euh, et parfois, un des avantages qui est souvent invisible ou dont on ne parle pas souvent, c'est qu'on voit les médecins plus souvent lors d'un essai clinique que dans la vie normale, si je peux dire. Il y a peut-être différents experts, par exemple un expert de la fonction rénale, certains chirurgiens également qui ne sont pas forcément au fait de la fonction rénale. Ainsi, vous avez accès à beaucoup plus d'informations parfois lorsque vous participez à un essai clinique. Ça, c'est un autre avantage. Ce n'est pas forcément un avantage qui est directement lié au traitement. Maintenant, le nombre de patients, on s'attend à 736 patients dans le monde entier. Il y a des calculs très spécifiques pour estimer le nombre de patients dont nous avons besoin entre les deux types de traitements, mais parfois nous pouvons utiliser, dans le cadre de ces essais cliniques, nous pouvons utiliser ce que l'on appelle des analyses intérimaires, lorsque le conseil indépendant peut déterminer si oui ou non l'essai doit être terminé parce qu'on voit un effet tellement important que cela ne fait aucun sens que de poursuivre l'essai ou, contrairement, on peut arrêter plus tôt parce qu'il y a un problème de sécurité ou parce que l'essai ne fonctionne pas du tout. Donc, ne fait aucun sens que de poursuivre l'essai. Donc, c'est une réponse assez longue, mais 736, c'est le nombre de patients que nous recherchons et nous visons cet objectif. Et nous sommes en bonne voie parce que cela fait 1 an et demi maintenant que l'on recrute des patients. Pam, euh, pour tous ceux qui ont des questions, vous pouvez envoyer un courrier électronique à notre adresse sur le site. Et je pense que nous avons un peu de temps pour une toute dernière question. C'est une question pour Meg et ou Pam. Aaron qui a subi une chirurgie de bypass il y a quelques années. Et quels sont les risques auxquels il aurait pu être confronté ou quels sont les risques de présenter une maladie rénale ou une insuffisance rénale aiguë plus tard? Meg, je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question. Eh bien, euh, pour l'insuffisance rénale qui survient des années après une chirurgie cardiaque de bypass, c'est pas forcément quelque chose que l'on a constaté, mais le fait d'avoir subi une chirurgie, le plus souvent, lorsque vous subissez cette chirurgie, c'est pour des artères bouchées ou parfois on peut subir une chirurgie parce qu'il y a d'autres problèmes cardiaques, mais très souvent, c'est en raison de plaques dans les artères. Et le fait d'avoir eu des artères bouchées, c'est votre cas. Donc, il y a certains facteurs de risque partagés que j'ai mentionnés. Donc, cela va dépendre des autres pathologies, par exemple l'hypertension ou le diabète. Ce sont les deux principaux facteurs. Ce sont très certainement des facteurs de risque et les patients qui souffrent de ces pathologies-là sont à risque de développer des maladies rénales à terme. Il y a d'autres comorbidités également et d'autres problèmes ou troubles qui peuvent contribuer à la santé générale, qui peuvent avoir un impact également. Si vous êtes cardiologue ou si vous êtes médecin généraliste, vous savez que la fonction rénale, c'est quelque chose qui doit être suivi régulièrement avec, par exemple, des analyses annuelles ou parfois il faut changer les médicaments ou les traitements suivis par le patient. Je ne sais pas si ça répond à votre question. C'est une question individuelle.
nous avons présenté la fréquence de l'occurrence de cette insuffisance rénale aiguë. Très souvent, en fait, ces insuffisances sont de faible intensité et de faible durée, mais si vous, malheureusement, si vous souffrez de cette IRA lors de la dialyse, évidemment, cela aura un impact plus important. Donc, je pense que la clé, c'est de comprendre le risque individuel pour c'est IRA et très souvent les médecins qui vous soignent calculent ces rapports risque-bénéfice dans leur esprit, et même s'ils ne partagent pas forcément les résultats avec vous. Mais je pense que c'est très important d'avoir un dialogue avec les médecins et de parler des risques et de parler de ce à quoi vous pouvez vous attendre, quels sont les types de complications auxquelles vous pourriez être confronté par la suite pour que l'on puisse personnaliser les soins qui sont prodigués pour que les patients puissent comprendre ce à quoi s'attendre. Je voudrais ajouter quelque chose. Si vous êtes inquiet, eh bien, parlez-en à votre généraliste. C'est aussi simple que ça. Une analyse de sang et il va vérifier. Tout à fait. Je crois que si vous n'avez pas une fonction rénale totalement normale, dans la plupart des cas, c'est ce que j'ai montré, dans ma diapositive. Pendant des années, on peut ne pas avoir de symptômes. Et bien, à ce moment-là, il faudra voir ce que vous pouvez optimiser pour, réduire, les, problèmes rénaux. Si vous contrôlez votre pression sanguine, votre diabète, si, vous intervenez pour avoir, de bonnes artères, et bien, tout cela va vous aider au niveau de la maladie rénale. Bien, écoutez, on est pile à l'heure. C'est passé très, très vite et franchement, vous avez, présenté des informations tellement intéressantes. Merci infiniment. Merci à tous ceux qui ont assisté à ce webinaire ce soir, et à très bientôt. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée et on se revoit bientôt. Merci, au revoir.